Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver, pour ceux avec lesquels j'ai déjà un petit peu travaillé. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, donc, je m'appelle Michel Tosi, je suis animateur du Café Philo de Narbonne depuis, je crois que c'est la 18e ou 19e année. Dans le micro, ça va là? D'accord. Donc, je disais que j'étais animateur du Café Philo de Narbonne depuis 18 ou 19 ans et que j'anime aussi l'Université populaire donc, de la Narbonnaise qui organise un certain nombre de conférences, d'ateliers philo et de goûter philo aussi pour les enfants, comme ici d'ailleurs à la médiathèque de Béziers. Voilà, ça c'est un petit peu pour me présenter. J'étais pendant 23 ans prof de philo, donc j'ai beaucoup travaillé sur la philosophie, la didactique de la philo, que ce soit avec les enfants, donc avec les adultes. Voilà, alors le sujet dont nous allons parler ce soir est un sujet à la fois grave, il s'agit de la guerre, qui apparaît de toute façon, quelle que soit la position qu'on a, comme un mal, en tout cas. Pour nous demander si précisément il peut exister des guerres justes. Donc c'est un problème grave et en même temps c'est un problème d'actualité, puisque, alors peut-être que vous fermez de temps en temps votre poste parce que vous en avez marre quand vous parlez de la guerre, mais actuellement on ne peut pas ouvrir un poste de télévision ou un poste, c'est au moment des informations, sans qu'on nous parle de la guerre et sans qu'on soit habité aussi un petit peu aussi par la peur. Alors c'est d'autant plus paradoxal qu'il y a aujourd'hui moins de conflits dans le monde que par le passé. Mais par le prisme déformant des médias, on a l'impression qu'il n'y a que de la guerre. Quoi. Donc c'est dans ce monde-ci. Alors peut-être qu'on va commencer par définir, disons, le terme. Donc, alors il y a un sociologue, Gaston Boutoul, qui a créé la polémologie. La polémologie, c'est la science de la guerre, polémos, qui était un dieu grec, le dieu de la guerre. La polémologie, c'est la science de la guerre. Non pas au sens de comment on peut faire la guerre le mieux possible pour que ce soit efficace, mais au sens de comment on peut étudier ce que c'est que la guerre, quelles sont ses causes, quelles sont ses conséquences, comment on peut typologiser les différents types de guerre, etc. C'est en ce sens que la polémologie, c'est la science, disons, de la guerre. Ce n'est pas un problème d'état-major pour mener la guerre. La polémologie, c'est une étude scientifique du phénomène social guerre. Donc lui, il a donné, alors c'est après la Deuxième Guerre mondiale que Gaston Boutoul a créé donc la polémologie. C'est comme ça, par exemple, qu'on apprend qu'il y a eu 8000 traités de paix depuis qu'on connaît un petit peu dans l'histoire humaine, parce qu'il y a eu au moins 8000 guerres, parce qu'il y a eu 8000 traités de paix, et que d'après les calculs qui sont faits, alors les calculs évidemment, donc là il faudrait demander des spécialistes comment ils font leurs calculs, il y aurait à peu près 4 milliards d'humains qui auraient été tués pendant les guerres de l'histoire. Donc c'est-à-dire énormément de gens si on compare à la population, par exemple, mondiale, disons actuelle. Alors là, on ne parle que des tués, on peut parler des blessés, on peut parler aussi de toutes les destructions, disons, massives, etc., pas seulement donc, tout ce qui concerne les infrastructures, mais aussi les logements, etc. Donc on voit tout de suite que la guerre, c'est quelque chose qui est un énorme outil de destruction. Alors comment Gaston Boutoul la définissait? Il disait que la guerre, c'est le conflit armé et sanglant entre des groupes sociaux. Alors il parlait de groupes sociaux parce que si on ne parlait que d'États, la guerre entre les États, d'abord il y a eu des périodes de l'histoire où les États n'existaient pas. Hein. Les États, c'est quelque chose qui naît, disons, progressivement, donc disons dans l'histoire. Mais il n'y a pas que des guerres entre États, il y a des guerres à l'intérieur même des États, par exemple les guerres civiles, si vous voulez. Hein. Il y a des guerres aussi qui sont transversales. Plusieurs États, les Kurdes, par exemple, mènent la guerre dans plusieurs États, parce qu'ils ont été séparés et disséminés, par exemple, entre 3 États, en fonction donc, des découpages donc, qui ont été faits par l'histoire. Donc voilà un peu pour la définition de la guerre. Alors nous, ce qu'on va se demander, si c'est précisément, s'il peut exister des guerres justes, on sera assez d'accord sur le fait qu'il y a des guerres qui nous paraissent très injustes, des guerres très, très agressives où on attaque même pas pour se défendre, si vous voulez, etc. L'argument le plus
le plus fort qui pourrait arriver tout de suite, c'est la guerre pour être juste en cas de légitime défense. Car ce serait complètement injuste de laisser mourir simplement des innocents, donc qui n'ont rien fait, etc. Donc il faut les empêcher donc, de mourir, et donc il faut à ce moment-là faire en sorte que, les défendre, si vous voulez. Voilà. Alors, c'est un problème qui a été beaucoup travaillé dans l'histoire de la philosophie. On trouve déjà chez Platon, vous savez que pour les Grecs, il y avait eux, et puis les autres. Les autres, c'était les barbares. Alors, un barbare, ce n'était pas forcément quelqu'un au sens moderne, si vous voulez, d'inhumain. Le barbare, c'était simplement celui qui ne parlait pas grec. Hein, au début. Après, ça a pris un sens, disons, très péjoratif, mais le barbare, c'est celui qui ne parle pas grec. Et bien déjà, chez Platon, on trouve cette idée que les guerres entre les cités grecques doivent se faire avec modération. Alors chez Aristote, on trouve la même idée, sauf que déjà le mot barbare commence à prendre, si vous voulez, un aspect un petit peu péjoratif, et la guerre contre les barbares est beaucoup plus justifiée que la guerre entre Grecs. On doit rester dans cette modération. Mais c'est Cicéron, le premier, qui va commencer à réfléchir dans quelles conditions la guerre pourrait-elle être juste. Et ce qu'il dit, ça sera repris beaucoup par les pères de l'Église. Par saint Augustin d'abord, puis par saint Thomas d'Aquin, et saint Thomas d'Aquin, c'est celui qui a théorisé de ce qu'on appelait la doctrine de la guerre juste. Alors chez saint Augustin, il y a l'idée que la paix est le bien suprême, et que la guerre ne pourra avoir de justification que si c'est quelque part pour obtenir la paix. On trouve la même idée chez saint Thomas. Mais Thomas d'Aquin essaye de déterminer les critères de ce que pourrait être une guerre juste. Alors, comme critère, il y a cette idée d'abord que la guerre est de la responsabilité du prince. Puisque, vous savez, on est au XIIe siècle, donc les régimes démocratiques, on ne connaît pas trop à cette époque-là. Et donc, c'est le prince qui en charge donc, du bien commun, et donc c'est lui qui doit décider de la guerre ou pas. Ça, c'est une première condition, si vous voulez. La deuxième condition, c'est que tous les moyens pour que la guerre soit juste doivent être utilisés avant la déclaration de guerre pour éviter la guerre. Et la guerre est à ce moment-là l'ultime recours ou le moyen ultime qui pourrait être utilisé. Une troisième condition, dit Thomas d'Aquin, c'est qu'une guerre peut être juste si elle répond à une agression. Et là, c'est l'argument, si vous voulez, donc, de la légitime défense. Mais, ajoute-t-il, il ne faut pas que les moyens qui soient utilisés soient disproportionnés par rapport au mal qu'on subit soi-même. Il y a l'idée un peu de proportionnalité de la riposte, si vous voulez. Bon, il y a cette idée-là. Ensuite, il y a un autre critère qu'il avance, c'est qu'il faut que cette guerre soit efficace. C'est-à-dire qu'elle mène à la paix. Donc, qu'on soit un petit peu sûr, si vous voulez, donc, que la paix triomphera donc, à l'issue de la guerre. Voilà un petit peu donc, quelques éléments, si vous voulez. Donc, et alors, cette doctrine donc, de la guerre juste sera approfondie par un certain nombre de théologiens donc, tout au long, disons, du Moyen-Âge. Et alors, petit à petit, donc, avec l'époque moderne, donc à partir, disons, de la Renaissance, il va y avoir une réflexion donc, aussi sur la guerre pour savoir si la guerre fait partie de la nature humaine. C'est ce que pense un philosophe comme Hobbes, par exemple. Hobbes pense que l'homme est un loup pour l'homme, homo lupus homini, et que l'homme à l'état de nature, c'est la guerre de chacun contre tous les autres. Et qu'on ne peut sortir finalement de cet état de nature, qui est un état de guerre, que par le contrat. Et c'est là où va naître pour la première fois les théories un petit peu donc, contractualistes, qui fait que on peut échapper à la guerre, si vous voulez, par la négociation, par la contractualisation. Et ceci, ça sera progressivement développé par l'idée, notamment par Kant, au XVIIIe siècle, qui, dans son ouvrage sur pour une approche cosmopolitique, si vous voulez, donc, de la paix, dont s'inspireront d'abord la Société des Nations en 1919, puis ensuite donc l'ONU en 1945. Il y a cette idée d'un organe supra-étatique, c'est-à-dire qui serait au-dessus donc, de tous les États, et qui pourrait d'une part servir de médiation quand il y aurait des conflits, disons, entre États, et puis les choses sont allées beaucoup plus loin, puisque maintenant, vous le savez, il existe des tribunaux donc, internationaux qui peuvent juger en cas de génocide, si vous voulez, de crimes contre l'humanité. Ça a commencé par le tribunal de Nuremberg, donc après 1945, et maintenant on a
des tribunaux internationaux et qui peuvent poursuivre, si vous voulez, donc, et condamner, y compris des chefs d'État. Ce qui ne supprime pas d'ailleurs le problème des rapports de force, si vous voulez, disons dans le droit. Bon, ça, on en discutera peut-être. Puisque ce n'est pas tout le monde, par exemple, qui est au Conseil de sécurité de l'ONU. Il n'y a que 5 pays, donc, à l'heure actuelle, avec un droit de. En plus, un droit de veto qui traduisait à un moment donné l'État, disons, des rapports de force à un moment donné, disons, dans le monde. Donc, il peut y avoir du droit, mais ce droit repose aussi quelque part sur des rapports de force. Donc ça, c'est pour vous expliquer un peu la question de la guerre juste. Alors, comment les philosophes se sont déterminés par rapport à ça? Il y en a qui pensent de toute façon que la guerre est intrinsèquement perverse, intrinsèquement mauvaise, si vous voulez. C'est le cas de Kant. Kant est le philosophe pacifiste par excellence qui dit, reprenant, si vous voulez, donc, le commandement chrétien, tu ne tueras point, à dire que dans la mesure où la guerre attente à la vie, qui a une dignité, et qui n'a pas de prix, hein, tout ce qui attente finalement donc, à ce droit à la vie est mauvais. Et donc Kant, c'est la position du pacifiste absolu. On a aussi un certain nombre de philosophes qui ont, à l'opposé, exalté la guerre. Ça peut vous sembler curieux pour des êtres de raison. Vous avez un philosophe comme Hegel, par exemple, qui dit que la violence, et dont la guerre est une forme particulièrement, disons, sophistiquée et massive, eh bien ce serait un petit peu la ruse secrète de la raison et de l'esprit qui accouche quelque part, disons, l'histoire. Et ces idées-là sont reprises un petit peu donc, par Nietzsche, qui voit, si vous voulez, dans la vertu guerrière, si vous voulez, donc, une exaltation de l'homme viril, si vous voulez, etc., évidemment, qui sera exploité après, parce que c'est beaucoup plus nuancé chez Nietzsche, par exemple chez les nazis, si vous voulez, l'exaltation de la guerre comme culte, quelque part, du combat, donc, et de la virilité. Donc voilà les deux positions complètement, disons, distinctes, le pacifisme absolu avec Kant, et puis ensuite, on pourrait dire les va-t-en-guerre, ou y compris donc, chez les philosophes, des gens qui exaltent donc, la question donc, de la violence. Alors, cette doctrine de saint Thomas, c'est toujours la doctrine de l'Église. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, la doctrine des guerres justes, si vous prenez le catéchisme, par exemple, de l'Église, vous verrez, je crois que c'est en 2309, la référence est très très claire donc, à saint Thomas. Alors, une autre manière de prendre la question, ce serait de la renverser, de dire est-ce qu'il y a des paix injustes? C'est une autre manière de prendre la chose, parce que la paix, au départ, nous semble comme quelque chose de positif par rapport à la guerre, qui nous semblerait plutôt, disons, négatif. Or, est-ce qu'il y a des paix injustes? C'est une bonne question, parce que souvent les guerres aboutissent à des traités qui actent les rapports de force, parce qu'il y a souvent des vainqueurs et des vaincus. Et la façon dont sont actés ces rapports de force, si vous voulez, ça crée, quelque part, donc, des situations qui sont génératrices de guerre. Vous prenez par exemple ce qu'on appelle la Pax Romana, c'est-à-dire la paix qui a existé pendant des siècles, disons, dans l'Empire romain. Eh bien, c'est les armées romaines qui progressivement ont conquis les peuples, et c'était des armées romaines qui maintenaient, si vous voulez, donc l'ordre dans l'Empire romain. Et on pourrait prendre tous les grands empires, l'Empire ottoman, l'Empire austro-hongrois, etc., On verrait finalement que ces empires, ils ont été faits par la conquête d'un certain nombre de peuples, disons, de territoires, et la paix qu'on observe, disons, dans ces empires. C'est un peu la paix de la terreur, la paix sous le biais des militaires et de la police. Bon. Donc, la question de savoir s'il n'y a pas des paix qui sont injustes, ou s'il n'y a pas des guerres qui entraînent des traités de paix qui sont injustes, et notamment, disons, pour les vaincus. Par ailleurs, une des difficultés amenées par la doctrine de la guerre juste, c'est que s'il est légitime de répondre à un agresseur, parce que sinon on fait intervenir sur la légitime défense, qui est l'agresseur, qui est l'agressé? Prenons des exemples très concrets. Vous allez me dire, par exemple, dans le conflit israélo-palestinien, actuellement, qui est l'agresseur, qui est l'agressé? Chacun peut avoir ses propres convictions idéologiques, politiques, disons sur la question, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Israéliens diront que c'est le Hamas, si vous voulez, donc, qui les agresse, par exemple, et le Hamas dira que c'est Israël qui le colonise, qui colonise donc ces territoires. Donc à ce moment-là, qui a raison? Est-ce que ça a un sens? Par exemple, nous actuellement, donc, nous pensons que, en
donc c'est la position de l'Occident et d'un certain nombre de pays arabes aussi, et d'ailleurs beaucoup de positions représentatives des musulmans en France ont pris position sur la question pour se démarquer de l'État islamique. C'est-à-dire cet État qui est à cheval actuellement sur la Syrie et sur l'Irak, et il y a donc actuellement donc, une guerre donc, et des bombardements contre cet État. Mais ces dirigeants pensent qu'à l'heure actuelle, c'est une guerre juste. Par contre, si vous passez du point de vue des djihadistes, ils mènent, eux, si vous voulez, donc une guerre sainte contre, si vous voulez, donc, pour le Satan, pour le Satan américain, etc., etc. Donc, il n'est pas très facile, dans la doctrine, disons, de la guerre juste, de déterminer qui est l'agresseur, qui est l'agressé, pour qui joue, disons, la légitime violence. Voyons que le problème, donc, est assez complexe. Voilà. Donc, ceci étant un petit peu donc, posé, hein, je suis appuyé un peu sur l'histoire, disons, de la philosophie de la position donc, de différents, disons, sur la question. C'est un sujet d'actualité. Vous avez certainement votre position à la fois par rapport aux différents conflits, disons, à l'heure actuelle, mais en philosophie, ce ne sont que des exemples. On essaye toujours, nous, de remonter à la question générale donc, qui est posée par rapport à la guerre. Alors, cette question, ça pourrait être quelles sont les causes des guerres, hein, ça pourrait être est-ce que l'homme peut éviter les guerres, ou est-ce que la nature est fondamentalement mauvaise, par exemple, hein, ce que pensait, par exemple, je pense à la correspondance entre Freud et Einstein, hein, avant la guerre, si vous voulez, donc de 14-18, où Einstein était un humaniste assez optimiste, si vous voulez, et où Freud était extrêmement, disons, pessimiste, puisqu'il pensait qu'il y a une pulsion agressive chez l'homme, Thanatos, et qu'on n'en finira pas de cette pulsion qui est un peu constitutive de notre condition humaine. Donc voilà, on pourrait poser ces questions de la nature de la guerre, de savoir si elle est évitable ou si elle fait partie de la nature donc, humaine, etc. Mais la question sur laquelle nous allons centrer notre réflexion ce soir, c'est de savoir si, d'après vous, la guerre est intrinsèquement perverse, on va dire, si vous voulez, ou bien s'il peut exister des guerres justes et à quelles conditions. Et je dis bien à quelles conditions parce que dans ce qu'on appelle le jus belli, c'est du latin, juste le droit belli de la guerre, dans le droit de la guerre, on distingue le jus ad bellum, c'est-à-dire le droit de faire la guerre, et c'est là où intervient la doctrine de la guerre juste. Il y a un certain nombre de cas où on a le droit moralement, disons, de faire la guerre. Et puis il y a le jus in bello, le droit dans la guerre. C'est-à-dire, dans les cas où on peut faire la guerre, on peut la faire, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire, par exemple, il faut distinguer les civils et les militaires. Il faut distinguer, par exemple, si vous voulez, il y a le problème des prisonniers, si vous voulez. Donc, il y a le problème des blessés. Et il y a un certain nombre de conventions, je pense à la Convention de Genève, par exemple, qui ont essayé de civiliser la guerre, c'est d'introduire le droit, quelque part, des zones dans la guerre. C'est-à-dire que les prisonniers ont droit à ne pas être traités ou ne pas être torturés, par exemple, l'interdiction de la torture. Il y a l'interdiction de 3 types d'armes qui paraissent tellement massives qu'elles sont complètement disproportionnées par rapport au principe de proportionnalité dont je parlais, c'est-à-dire la guerre atomique, la guerre biologique, qui propage, si vous voulez, donc des virus, et puis la guerre chimique. Donc là, il y a des conventions internationales qui interdisent un certain type d'armes. Alors c'est intéressant quand on passe à un concile de l'Église qui, à un moment donné, avait interdit l'arbalète. Parce que l'arbalète apparaissait à l'époque comme une arme inhumaine. Oui. Et depuis, bon, les technologies ont quand même donc évolué. Voilà. Alors, donc la guerre peut être injuste par sa déclaration, mais elle peut être injuste aussi dans ses moyens, dans les moyens qu'on utilise. Jus ad bellum, jus in bello. Le droit de la guerre et le droit dans la guerre. Voilà. Alors, le principe du café philo, pour ceux qui ne connaîtraient pas trop, c'est qu'à partir de maintenant, moi j'ai fait simplement une introduction. On a un sujet. Y a-t-il, d'après vous, donc, des guerres justes? Ce sujet, maintenant, disons, tout le monde s'en empare. Moi, je deviens donc là animateur. C'est-à-dire que mon rôle sera simplement de reprendre un certain nombre de choses qui sont dites, de faire des petites synthèses, ou d'essayer d'aller plus loin dans telle ou telle chose qui sera dite, mais c'est essentiellement vous maintenant qui amenez la matière du débat. C'est ça le café philo.
La parole est à qui veut la prendre, et donc on a des micros qui vont circuler dans la salle. Est-ce que ça marche? Oui. La première chose, on ne parle que de guerre armée. On ne parle pas de guerre financière ou autre chose. On ne parle que de guerre armée dans le débat. On peut prendre la guerre dans un sens extensif, qui serait la guerre financière ou la guerre économique, etc. etc. On peut même être encore plus extensif. Par exemple, Clausewitz, qui est un théoricien de la guerre, disait « La guerre n'est que la politique continuée par d'autres moyens ». Et Michel Foucault, il a inversé la formule en disant « La politique n'est que la guerre continuée par d'autres moyens ». On peut le prendre de manière extensive. Là, moi, j'ai maintenu, pour qu'on ne discute pas un peu de tout et de n'importe quoi, si vous voulez, j'ai pris le problème, disons, des guerres justes au sens de conflits sanglants et armés entre groupes sociaux. J'ai repris la définition de Bourdieu. Bon. Ça n'empêche pas de... On sait très bien qu'il y a des guerres dont le fondement est économique, hein. Bon, voilà, bien sûr. Justement, on ne parle pas du forcing pour faire la guerre quand il s'agit d'intérêts financiers ou par les groupes qui fabriquent de l'armement ou pour les intérêts financiers tels que les diamants qu'on a vus en Afrique, le pétrole en Irak, etc. Ben, ça fait partie du problème. Hein. Bon. Est-ce qu'on peut considérer les guerres injustes quand on a des raisons purement économiques? On pourrait poser aussi le problème comme ça. Hein? La plupart des guerres actuellement sont des intérêts financiers. On le voit partout. Est-ce qu'on peut parler à partir de là d'une guerre juste? Alors là, vous dites, vous prononcez l'affirmation, la plupart des guerres ont pour objectif une cause, une raison, disons, économique, disons, financière. Est-ce que c'est vrai de toutes les guerres actuelles? Enfin, je pose, disons, la question. À mon avis, pour beaucoup. Pour beaucoup, certainement. Est-ce que ça explique les guerres, par exemple, les guerres de religion, disons, bon, avec la Saint-Barthélemy, etc. Est-ce que ça explique actuellement, donc, bon, le djihad, la guerre sainte, par exemple? Voilà, des questions qu'on peut se poser. Est-ce que les motivations économiques sont les seules motivations, finalement, disons, de la guerre actuellement? J'en suis, pour ma part, j'en suis persuadé. Voilà une idée donc, qui est livrée donc, à l'ensemble de la salle. J'ai bien entendu là, tout ce qui a été dit et j'avais envie de parler d'autre chose, c'est-à-dire du fait qu'en général, il y a des gens spécialisés en politique, dans certaines connaissances, et il y a en général ce qu'on appelle le peuple, ou les gens qui n'ont pas le temps vraiment de se documenter, de savoir, etc. Donc, ce que je pense par rapport aux guerres, c'est qu'il y a souvent beaucoup de mauvaise foi peut-être dans des sphères politiques, il y a des intérêts, il y a plein de choses. Mais ce qu'on présente aux gens, au peuple, c'est pas ça. Alors, déjà, ça commence par là, par le fait qu'il y a une certaine hypocrisie et beaucoup de mensonges, parce que pour faire une guerre, il faut toujours montrer qu'elle est juste, même si elle est injuste. Et ce qui se passe, c'est qu'à côté, pour avoir aussi c'est-à-dire l'accord du plus grand nombre de personnes, on attise. Toutes les guerres commencent par un phénomène de provocation ou d'opinion, de je ne sais trop comment. Quand c'est pas assez approfondi et que les gens ne savent pas, eh bien ils y vont. C'est un petit peu comme le football, il y a des supporters d'un côté, d'autres de l'autre, et c'est ce processus-là qui a toujours existé de cette façon. Alors, par rapport à ce que j'entends en ce moment, je me demande comment pourrait-on avoir des guerres justes. Juste, il faudrait que tout le monde soit vraiment très très bien informé, qu'il y ait une analyse, qu'il y ait une critique. Et c'est absolument impossible. Les gens travaillent, ils vont au boulot, ils n'ont pas le temps. Donc, comment faire par rapport à ça? Il y a toujours ce manque. Et je sens que c'est ce manque-là qui fait que des peuples entiers peuvent être injustes envers d'autres peuples,
pour la bonne raison qu'ils n'en savent, ils savent pas. Et ils sont dans une certaine ignorance voilà, d'éléments très très importants. Donc là, moi, je ne fais pas de réponse, mais je suis plutôt pessimiste. Je pense qu'il y aura toujours des guerres, parce qu'il y aura toujours beaucoup d'ignorance. Je ne sais pas si l'homme en lui-même est vraiment, voilà, des pulsions méchantes, etc. Parce que vraiment, ce qui se passe dans les guerres est tellement fort, tellement horrible, c'est au-dessus de tout entendement. Je ne pense pas que les hommes aiment vraiment faire ça. Mais oui, ils y arrivent, parce qu'ils s'imaginent qu'ils sont justes dans ce qu'ils font. Maintenant, à côté, il y a ceux qui savent que non, c'est pour des intérêts financiers. La dernière question, parce que c'est une question que je pose en ce moment, ce n'est pas une réponse que je donne, comment faire pour que tout le monde soit au courant, primo. Secondo, la deuxième question qui se pose, c'est, c'est-à-dire, bon, je ne sais pas très bien comment l'exprimer ça, mais essayer de faire en sorte que les gens se sentent responsables par rapport aux guerres et qu'ils ne voient pas ça dans l'immédiat. C'est pas de l'instantané, une guerre. Il y a toujours des conséquences et qu'ils voient qu'un beau jour, ça peut leur retourner, quoi. Voilà, ça peut leur être rendu très mal. Donc, réfléchir bien. Et dans les intérêts, dans tout ce qu'il y a comme intérêt, je ne sais pas quoi, une question se poserait à un peuple. Par exemple, si un peuple pouvait, dans un référendum, on pourrait dire à tel peuple, écoutez, est-ce que vous trouvez que telle cause est juste là-bas? Bon, elle est juste là-bas ou là, bon. Est-ce que vous seriez prêt, par exemple, à payer un peu plus cher votre gaz? Et il n'y aurait pas cette guerre à côté. Je serais curieuse de connaître la réponse d'un peuple par rapport à ça. Oui, par exemple, je veux bien payer mon gaz plus cher, mais on ne fera pas telle guerre. Ou non, moi je ne veux pas changer de mode de vie, et voilà, que les autres meurent de l'autre côté, ça ne me concerne pas. Merci, monsieur. Oui, vous soulevez la question de l'écart finalement entre les élites dirigeantes, bon, ceux qui prennent donc les décisions, mais en particulier donc les décisions concernant disons, la guerre, et puis ensuite donc le peuple, et vous dites le peuple est insuffisamment disons, informé donc, sur la question, il n'a pas le temps, bon, etc. Et peut-être aussi, disons, poussons encore plus loin, peut-être aussi qu'il est manipulé donc, par les médias, par les informations, etc. Je crois que c'est un problème, disons, qui est réel, qui fait que le fondement de la démocratie, c'est quelque part le fait qu'elle constitue un certain nombre de citoyens. Et si on a rendu donc l'école obligatoire au niveau de la Troisième République, c'est qu'on pensait qu'il ne pouvait pas y avoir de démocratie sans citoyens éclairés, c'est-à-dire sans citoyens qui étaient instruits par l'école, disons, de la République pour se faire un sujet ou une opinion, si vous voulez, donc sur les différents, disons, sujets. Donc on constate qu'actuellement, nous sommes dans un régime, disons, démocratique. Bon, on peut le concevoir beaucoup mieux avec la crise politique qu'il y a à l'heure actuelle, etc. Je pensais toujours à cette phrase de Churchill, la démocratie est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. C'est vrai que quand on voyage un peu, quand on va voir ce qui se passe ailleurs dans les pays qui ne sont pas dits démocratiques, bon, quand on revient, ça fait quand même un peu réfléchir. On sait que la démocratie actuelle elle est énormément perfectible, bon, etc. Mais le fait est, c'est que nous sommes par exemple régulièrement appelés donc, à voter, etc. On nous demande, bon, alors après est-ce qu'on tient compte de notre avis, ça c'est encore un autre problème, si vous voulez. Mais le fait, c'est un véritable problème, disons, de s'informer. On a un certain nombre d'outils à notre disposition. C'est les journaux, c'est la télévision, c'est aussi un certain nombre sur Internet d'organes relativement, disons, indépendants, etc., comme par exemple Mediapart, etc., qui soulèvent un certain nombre de problèmes. Et pour ça, effectivement, il faut un peu de temps. Alors, mais pour autant, est-ce qu'on doit considérer que le peuple n'est pas mûr, quelque part, que le peuple ne pense pas assez, que c'est la raison pour laquelle il faut que les élites se chargent du problème, parce que le peuple ne pense pas assez, quoi. Alors là, on n'est pas dans une perspective quand même démocratique. Il faut quand même faire confiance, disons, au peuple, c'est-à-dire à l'ensemble des individus, c'est-à-dire vous et moi, qui sont autant, disons, citoyens. Donc on développe quand même un peu notre esprit critique. En tout cas, c'est ce que devrait faire, quelque part, disons, l'école.
Donc, est-ce que... Alors, à la fin, vous terminez votre intervention en disant il faudrait que quelque part, donc, on demande aux gens de faire éventuellement un certain nombre, disons, de sacrifices, alors que les situations où normalement les Français ont l'impression qu'ils font beaucoup, un peu trop, mais disons, de sacrifices. Est-ce que ça pourrait éviter des guerres? Peut-être, je ne sais pas, ça me pense, c'est une proposition que vous faites, question que vous posez. La question de fond que nous posons, c'est est-ce que vous pensez qu'il y a des guerres justes? On peut s'appuyer aussi sur des exemples actuels pour étayer un peu son raisonnement. Pour moi, là, on m'entend ou oui, c'est bon. On peut le tenir, mais au bâton, c'est bon. Ok, très bien. Pour moi, c'est un problème un peu parallèle à celui de la peine de mort, même si c'est un sujet qui semble éloigné. Est-ce qu'on peut avoir est-ce qu'il existe des guerres justes et est-ce qu'il y aurait des justifications assez des justifications qui pourraient amener le fait qu'une guerre soit juste? Est-ce qu'il y aurait des raisons qui nous permettraient d'ôter la vie à telle ou telle personne sous prétexte que son gouvernement, ou alors... parce que là, dans une guerre, c'est quand même un affrontement de deux groupes de civils, c'est peut-être des militaires, mais c'est pas eux qui sont à la source de la plupart de ces conflits. Donc c'est... j'ai du mal à m'exprimer, désolé. Ce qui serait intéressant, c'est que vous développiez davantage votre parallèle entre la peine de mort et puis le problème de la guerre. Parce qu'il y a une idée qui est intéressante, mais il faut davantage peut-être la clarifier. Pourquoi ça vous apparaît la guerre et la peine de mort, ça vous semble quelque part un peu du même ordre? Vous pouvez clarifier ça? Ça touche, selon moi, au même sujet. Déjà, c'est la vie. Le fait d'ôter la vie à quelqu'un. Quand la question de la peine de mort, c'est enlever la vie de quelqu'un pour un fait qu'il aurait commis qui mériterait cela. Et la guerre, c'est la même chose, c'est ôter la vie à un groupe de personnes selon un prétexte qui justifierait cette action. Et ce que je demande, j'ai une opinion personnelle là-dessus, mais je n'ai pas de réponse clairement établie, c'est est-ce qu'il existe une raison suffisamment importante, suffisamment justifiée, qui pourrait expliquer autant de massacres, des millions de personnes. On parlait de 4 milliards de personnes qui auraient été tuées par les guerres dans l'histoire de l'humanité. Est-ce qu'il existe une raison suffisamment importante qui justifierait cela? Dans la doctrine de la guerre juste, on dit la légitime défense. C'est-à-dire, par exemple, Hitler avait envahi la France. Bon, donc voilà, il fallait donc libérer la France. C'était pas, disons, en allant le voir et en disant donc est-ce que vous voulez partir, donc le problème se résoudrait. Donc bon, alors souvent la guerre a été considérée comme un mal, mais un mal nécessaire dans un certain nombre de cas. Maintenant, il faudrait davantage. Bon, c'est vrai que le parallèle que vous faites entre la peine de mort et puis ensuite la guerre, il est fondé dans la mesure où dans les deux cas, vous dites, on enlève quelque part en disant bon, voilà. Donc la peine de mort, qui n'existe d'ailleurs plus, disons, en France et dans un certain nombre d'États, disons, européens, et même dans pas mal d'États, disons, dans le monde, progressivement, donc, elle disparaît. Si elle existe encore dans certains États, c'est pour punir quelqu'un d'avoir tué, puisqu'il faut vraiment avoir tué, disons, très gravement pour être passible, quelque part, disons, de la peine de mort. Est-ce que la guerre, si on fait une comparaison, la guerre juste, c'est pas celle qui essaye de punir l'agresseur. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut être contre la peine de mort et pour la guerre? Voilà. C'est là où il y a un problème d'après vous, comme dans les deux cas, en attente au droit à la vie, il y a un problème. Puis il y a des tas de gens qui sont contre la peine de mort et qui sont, par exemple, qui justifient la guerre, par exemple, contre l'État islamique à l'heure actuelle, ou etc. Donc, voilà. Alors, il faudrait leur demander à eux s'ils sont contradictoires entre là ces deux positions qui semblent au premier abord. Peut-être qu'eux diraient que non, c'est pas contradictoire. Quoi. Parce que dans un cas, c'est un seul individu, dans l'autre cas, c'est des rapports entre des groupes sociaux et qu'on ne peut pas raisonner pour un individu comme on raisonne à partir de groupes. Enfin, je ne sais pas. Peut-être qu'on va être éclairé.
Bonsoir. Je voudrais répondre aux questions posées, là, mais aussi, en premier, j'ai appris tout à l'heure à la radio que l'otage français, le guide, là, a été assassiné donc, cet après-midi. Je me demande si ce ne serait pas juste, dans le thème dans lequel on est, de faire une minute de silence par rapport à un souvenir de cet homme qui, apparemment, lui, était pacifiste, parce que c'était un alpiniste, c'était pas du tout... Bon, mais il n'avait pas des positions claires pour mériter ça, quoi. Hein. Donc moi je serais pour une minute de silence, je ne sais pas ce qu'en pense l'Assemblée. Voilà. Et autrement, moi je suis pacifiste et quand je pense aux positions de Gandhi ou que je pense aux positions peut-être de Kant ou d'autres, il faut le vouloir d'être pacifiste, c'est-à-dire autrement on se laisse prendre par des arguments. Alors on cherche un argument, on cherche un prétexte, on cherche une faute d'un on justifie toujours une guerre ou une agression parce que effectivement on n'a pas de sujet de protestation et même à titre individuel. Si par exemple ces jours-ci j'ai entendu dire que par exemple, c'est un exemple, à la rivière Réals, il y avait un petit groupe d'islamistes, femmes et hommes, qui ne supportent pas que les femmes, françaises en l'occurrence, moi je ne suis pas raciste du tout, mais je vous donne cet exemple pour vous dire, qui vont à la baignade, éventuellement seins nus, c'était pas des femmes, mais c'était des femmes ordinaires, quoi. Hein, rien que cet aspect-là fait que les autres les ont caillassées, en fait, pour qu'elles partent, parce qu'elles ne voulaient pas se rhabiller. Alors des choses comme ça peut donner n'importe quel prétexte. Moi la première, ça m'arriverait, je serais dans une colère noire, je me défendrais, je partirais pas, ça serait la guerre, quoi. Mais en même temps, on cherche toujours un prétexte, parce que les uns cherchent le prétexte pour s'en prendre à ces filles-là, et celle qui ne veut pas perdre sa liberté, elle cherchera le prétexte pour pouvoir contredire. Maintenant, les prétextes, ça touche des individus, en fait, parce que si vraiment on avait voulu attaquer Hitler avant même qu'il envahisse tous les pays et qu'il massacre les juifs de tous les pays, on n'avait qu'à le tuer. Dans ce cas-là, ça aurait été une personne, mais pas des millions. Et c'est toujours comme ça. Ben Laden, ils l'ont tué, ils avaient qu'à le tuer avant, au lieu d'attendre que ça soit... Dans ce cas-là, si on veut vraiment atteindre un individu qui est vraiment complètement psychopathe, qui est guerrier, c'est plus facile quand même de tuer un individu guerrier que de massacrer des populations entières, quoi. Parce que là, même par rapport à la guerre actuelle, les frappes contre les populations, pour tuer 30 djihadistes, ils vont faire des frappes aériennes sur des populations civiles, les gens se réfugient ailleurs, ils fuient leur maison, et puis même quand on pense à la guerre de 1945, mais quand on voit par la suite les bombardements de Berlin, quand on voit Berlin complètement... Berlin c'était l'extrême, le truc final, mais même, moi j'étais dans la région de Bretagne, même Saint-Nazaire qui était complètement bombardé. Berlin, les images qu'on a de Berlin, c'est vraiment apocalyptique, quoi, de voir cette grande ville complètement en ruine. C'est des ruines, ce sont des ruines, quoi. Donc, moi je pense que la guerre c'est complètement nul, c'est absurde, ça sert à rien, pendant des années, on bombarde tout le monde, on détruit tout, et puis après on se réconcilie 10 ans après. Je trouve que c'est une absurdité totale. Et j'étais très étonnée lors des conférences qu'on avait eues sur la préhistoire, il y a un an ou deux, d'entendre dire à la spécialiste de la préhistoire là, que du temps de Néandertal, qui a duré quand même longtemps, milliers d'années, quoi, hein, il n'y avait pas de guerre, c'est-à-dire que les guerres ont apparu après avec l'Homo sapiens et puis par la suite. Et à partir du moment où la propriété privée a existé, c'est-à-dire qu'avant la propriété privée et pendant le nomadisme, il n'y avait pas de guerre. Et la guerre a vraiment apparu entre individus ou entre groupes à partir du moment où il y a eu la propriété privée et la sédentarisation. Donc ça rejoint un peu ce que disait tout à l'heure le monsieur par rapport aux aspects financiers. Puis aujourd'hui, ça s'est décuplé, c'est dans des puissances inimaginables, quoi. Mais en même temps, aujourd'hui, la guerre profite aux marchands d'armes, quoi. En gros, quand il y a la guerre, ils sont très heureux, ils se font beaucoup d'argent. Peu importe qui se fait la guerre et qui la subit, les marchands d'armes sont toujours prioritaires, quoi. Donc, dans ce sens-là, moi je pense que la guerre c'est complètement absurde. Enfin bon.
même si c'est juste sur le prétexte initial, même si c'est pour une cause juste, pour se défendre d'une agression ou d'une agression même à la liberté, quoi, tout simplement, hein, eh bien, je trouve que le système de la guerre, il est complètement absurde. Il faudrait trouver autre chose. Voilà. C'est mon avis. Maintenant, beaucoup de choses sont à faire avant d'en arriver là, quoi, parce que apparemment, le moindre prétexte est bon pour que les marchands d'armes deviennent richissimes, quoi. Voilà. Oui, donc ce que vous dites... Quant à la minute de silence, je propose qu'on en fasse une, mais je ne sais pas à quel moment. Si c'est des gens étaient là. C'était des gens qui voient l'inconvénient à ce qu'on fasse une minute de silence pour l'otage qui vient d'être tué, français qui vient d'être tué. Moi, je n'y vois personnellement aucun inconvénient. Au contraire, je trouve que, comme on parle de la guerre actuellement, c'est même, disons, d'actualité. Il n'y a pas d'opposition. Donc, je propose à ce moment-là une minute de silence. Cette minute de silence, moi j'y vois un sens, c'est qu'elle nous amène à réfléchir sur les conséquences de la guerre. Et on voit finalement donc à quel point la guerre aujourd'hui a pris des formes extrêmement, disons, différentes de ce qu'elle a existé, disons, pendant très longtemps. Par exemple, pendant très longtemps, les guerres ont été associées à un territoire. Or, alors, pour l'État islamique, c'est de nouveau par rapport à un territoire, puisque c'est un État qui actuellement essaie de se constituer sur la frontière à la fois, disons, de la Syrie donc, et de l'Irak. Mais toute la mouvance, si vous voulez, donc, de Al-Qaïda porte ce terrorisme international et sans territoire. Il peut frapper précisément des individus. La prise d'otages, par exemple, bon, ce sont des formes nouvelles, disons, de la guerre. Aujourd'hui, on gagne la guerre pas seulement avec des armes, on gagne la guerre avec la communication. Et ce qui se passe donc, bon, avec cet otage, donc, etc., ça a un retentissement très important en France, etc., etc. Donc on le voit. Bon, on va en parler ce soir donc, à la télévision. Nous avons fait une minute de silence aujourd'hui. On voit très bien que les formes de la guerre donc, ont évolué et qu'aujourd'hui, la guerre n'est plus forcément ce qu'elle était. Hein, et qu'à l'heure actuelle, il suffit d'être quelques-uns un peu déterminés, de prendre un otage, et voilà, et on va en parler parce que dans le monde entier, sur les réseaux sociaux, etc. Et donc les formes de la guerre, elles ont évolué. Et la communication est devenue une arme extrêmement importante donc, sur la question. Alors, ce que je veux dire, c'est que vous soutenez finalement le point de vue pacifiste. Hein, voilà. Donc voilà, il est clairement donc, annoncé d'ailleurs comme tel. Vous trouvez que la guerre donc, est quelque chose qui est abominable et qui doit donc être, disons, dénoncé comme tel. Quoi. Et que toute cause de guerre qui se prétend juste est en fait comme prétexte. Voilà un petit peu donc votre argument. Alors, tout le problème est de savoir si ce qu'on peut estimer une cause juste n'est en réalité qu'un prétexte, alors économique, qui servent le lobby, par exemple, des fabricants et des vendeurs d'armes, etc., ou bien, c'est l'autre partie, si vous voulez, donc qui a peu été, pour l'instant, défendu, c'est qu'il peut y avoir, disons, des raisons qui sont justes et qui ne sont pas seulement, disons, des prétextes. Voilà. Parce que, je veux dire, même ceux qui pensent que il peut y avoir des guerres justes pensent que la guerre, le plus souvent, pensent que la guerre est une mauvaise chose, que c'est catastrophique, que ça entraîne des morts, que ça entraîne des destructions matérielles, etc., que ça met complètement à sac, si vous voulez, dans tout un pays, que ça met à genoux dans des populations. Je crois que tout le monde est d'accord sur le constat. Voilà. Mais là où on dit c'est un mal absolu, ou bien on dit c'est un mal malheureusement parfois nécessaire. Voilà. Et là, vous avez vraiment deux conceptions qui sont quand même assez différentes. Donc on est d'entendre le point de vue pacifiste.
entendre parler de cet État islamique comme si c'était un État. Je pense que, enfin, il s'auto-proclame État islamique, mais il n'est rien d'autre qu'une secte d'un ramassis de criminels, psychopathes qui agissent comme ça parce que tout l'appareil étatique dans cette région a été détruit. Et détruit depuis quand même quelques années. Moi, je me rappelle, par rapport à ce qu'a dit Madame, pourquoi est-ce qu'on arrive à trouver certaines guerres juste en partie à cause de l'ignorance. On se réfère aux origines de la guerre d'Irak à 2003, mais moi je remonte à plus loin, à 91. J'étais à la fac, peut-être nos jeunes ne se rappellent pas, mais j'étais à la fac et je faisais campagne pour convaincre tout le monde que François Mitterrand n'appelle pas à déclarer la guerre à ce moment-là. Et malheureusement, les Français, par ignorance justement, à cause de la propagande, je ne dirais pas de communication, de la propagande, des marchands d'armes, du complexe militaro-industriel, eh bien, ils ont fini par convaincre les populations américaines, françaises, de dire oui à cette guerre. Vous vous rappelez, c'est l'envahissement du Koweït, avec les images, avec la dame qui parlait des bébés qu'on débranchait, donc avec tous ces mensonges. Et c'est là que commence cet engrenage dont on n'arrive plus à s'en sortir de nos jours, parce qu'on a cassé tous les appareils d'État forts qui étaient certes dictatoriaux dans ces régions, mais comme dirait l'autre, s'il faut choisir entre la peste et le choléra, il vaut mieux un État fort qui tienne un peu les choses que l'anarchie qu'on voit là et qui donne lieu à ces gens complètement fous et qui rendent le monde invivable. Et donc, on en vient à ce que des États constitués se mettent au niveau de groupes comme ça, insignifiants, pour leur faire la guerre, pour en parler du matin jusqu'au soir, et le président de la République qui fait des déclarations pour répondre à un type qui sort de nulle part, et parce qu'il a posté une vidéo, il monopolise tous les médias, Enfin, ça devient un peu... Moi, je trouve que la politique internationale est gérée par des gens aussi incapables. Les Hollande, les Obama, ils ne savent pas quoi faire. Ils ont allumé une mèche depuis 91, et après, donc, le Bush père, Bush fils, qui ont fait toutes ces guerres-là, et voilà où on en est. Maintenant, ils ne savent plus comment faire pour éteindre tout ça, et alors, après, moi je pense que quand même, pour savoir si une guerre est juste ou pas, il me semble qu'il y a eu un changement de nature dans l'histoire humaine. C'est la loi internationale, le droit international depuis 1945. On ne peut pas l'oublier. Autant avant, on avait peut-être une vision subjective de ce qu'est une loi juste ou pas, autant maintenant, on a une loi écrite. Il y a le procès de Nuremberg qui définit ce que sont les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, ainsi de suite. Et on peut savoir si une guerre est juste ou pas, mais je serais d'accord avec Madame pour déclarer la guerre hors la loi, surtout si on a des armes qui risquent d'emporter l'humanité en moins de deux. Si on a des armes comme les armes nucléaires, c'est absurde de continuer à faire la guerre parce qu'on va tous mourir s'il y a une troisième guerre mondiale. Et juste une dernière chose, les jeunes, à chaque fois que j'étudie la guerre avec eux, la première chose, surtout les garçons, mais madame, il faut qu'il y ait une troisième guerre mondiale. Ils sont, mais partants, hein, ils ont la nostalgie, je ne sais pas, ils pensent que c'est une... Et je pense que si on n'y prend pas garde, dans quelques années, on va replonger comme on a replongé en 1939 après la Première Guerre mondiale. Voilà. Oui, donc vous insistez à juste titre sur le fait qu'il existe maintenant, dans le cadre des relations internationales, des organismes qui précisément peuvent introduire une certaine, régulation là-dessus. Le problème, c'est que la guerre contre l'État islamique, c'est une décision de l'ONU.
Et les frappes qui ont été faites hier par Obama, elles ont été faites avec le Koweït, l'Arabie Saoudite. Donc je veux dire, bon, c'est très complexe, quoi. C'est-à-dire que c'est l'organisation internationale, disons, elle-même, qui vote une résolution pour déclarer quelque part que cette guerre est juste. Alors est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que les organisations internationales ne sont pas partie prenante, ils ont un conflit, donc etc. C'est complexe. Je crois qu'Obama était bien content d'être rejoint par les pays du Golfe, pour qu'on ne dise pas c'est l'impérialisme américain qui attaque comme toujours, etc., etc. Il y a la caution maintenant quand même des pays arabes du Golfe, puisqu'ils participaient hier à l'attaque. Donc vous voyez que le problème, disons, de l'introduction du droit, disons, entre les États, c'est à la fois un fait, puisqu'on constate qu'il y a des tribunaux internationaux, etc., etc. Donc il y a un progrès, on peut dire, du droit international, mais en même temps, ce droit international, il n'est pas déconnecté, comme on le disait, des intérêts économiques, des intérêts financiers, des différents lobbies, etc., etc. Donc c'est un problème qui est extrêmement complexe. Oui, bonjour. C'était par rapport à justement la guerre. La guerre, je pense qu'on peut surtout la considérer comme un moyen, plus qu'autre chose, vu qu'on a toujours fait la guerre pour une raison et toujours une raison. Et la guerre, on a toujours cherché à la justifier. Alors certaines guerres peuvent être justifiées, mais je ne sais pas si on peut dire qu'elle est juste ou non. Est-ce qu'on peut considérer qu'une guerre contre le Koweït de la part d'autres États du Moyen-Orient, est-ce que cette guerre est juste? Est-ce qu'on est en droit de juger si une guerre est juste ou pas, vu qu'il y aura toujours le parti de la personne qui causera cette guerre, ou même si les deux causent la guerre mutuellement? Chaque peuple de chaque culture aura une vision de ce conflit qui en sera propre, et pour chacun ce sera juste, comme en 39-45, pour les Allemands, l'annexion de l'Autriche, l'invasion de la Pologne, c'était juste pour eux, c'était besoin des résultats, c'était leur philosophie, et il fallait qu'ils fassent la guerre, et c'était nécessaire, c'était juste, c'était justifié. Et pour les Polonais, c'était tout à fait n'importe quoi, pourquoi ils viennent, c'était pas juste, c'était pas justifié. Pareil pour la France, ainsi de suite. Donc c'est surtout une question de point de vue, si on peut parler de justification, donc de juste, qui je pense sont deux notions quand même assez différentes. C'est pareil pour le droit international, il a quand même été instauré en 1945 dans les procès Nuremberg. Mais en quoi ce droit, ces lois qui ont été instaurées par les pays occidentaux, sont-elles justes et peuvent s'appliquer dans tous les cas, dans toutes les situations? Quel est le droit de regard que nous avons, nous, en tant que pays occidentaux, sur les conflits qu'il peut y avoir au Moyen-Orient, sur le Koweït? Est-ce que l'ONU a vraiment le droit de justifier une attaque contre le Koweït? Enfin, pour le Koweït, contre justement l'attaque qu'il a reçue. Voilà, c'est la question. Et oui, l'autre part, c'est la question des critères. C'est la question des critères, quoi, puisque chacun prétend que la guerre qu'il mène est juste. Quand deux pays ou deux factions, disons, se déclarent la guerre, qui a raison, qui est le plus juste? Non, parce que, bon, voilà. Et aussi, le fait que, étant donné que la guerre est un moyen, si au Moyen-Âge on faisait la guerre, c'était pour récupérer un territoire qui nous revenait de droit par naissance, parce que je suis le roi, donc je revendique ce territoire. On faisait la guerre pour récupérer, puisque la diplomatie ne marchait pas, comme entre 1945, la diplomatie a marché, on a utilisé la guerre. La guerre est donc comme un moyen. Les gens qui font la guerre revendiquent quelque chose, ils le font pour quelque chose, comme l'État islamique. Enfin, les gens qui se réclament de l'État islamique, comme les pirates qu'il peut y avoir dans les mers, les bandits, les otages, ils le font pour quelque chose, ils le font pour l'argent, pour exposer leurs idées, qu'elles soient religieuses ou politiques. Et c'est la guerre qui est là. Est-ce que la guerre ne pourrait pas trouver un autre moyen d'expression moins violent? Est-ce qu'on ne peut pas arriver, par le biais de l'ONU, à résoudre les conflits de situations qu'on résout par la guerre actuellement d'une autre manière, sans prendre en compte justement tous les aspects, en prenant en compte les aspects économiques comme le marché des armes, justement pour pouvoir les mettre de côté pour se poser les questions qui sont plus humaines et moins économiques. Et d'autre part, quand la dame qui était juste en bas a dit qu'il serait peut-être préférable de tuer plutôt la tête pensante d'un groupement comme Hitler, comme Ben Laden, je me demandais si, est-ce que le fait qu'il y ait une tête comme ça, un organisme, comme par exemple Ben Laden, qui rassemble et fédère autour de ses idées, est-ce que le fait qu'il y ait des gens qui le suivent n'est pas
en soi le problème. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu Ben Laden, si on avait tué, est-ce qu'il y aurait eu quelqu'un d'autre qui aurait pu prendre sa place pour rassembler lui aussi? C'est-à-dire que le souci, c'est qu'il y a des idées qui sont là et qui sont génératrices de conflits qui ne se résolvent que par les guerres. Par conséquent, est-ce qu'il ne faudrait pas justement raisonner par rapport à ça et trouver des moyens pour que les sources de ces conflits, on puisse les faire disparaître avant que le conflit ne devienne résolvable que par les guerres? Oui, donc vous avez raison de dire que croire que la guerre se fait uniquement parce que un seul homme comme Hitler, etc., donc l'a décidé. Non, il y a des gens qui sont derrière, il y a des gens, disons, qui adhèrent. Et dès que Ben Laden a été tué, quelqu'un l'a remplacé dans l'organisation, d'Al-Qaïda, etc. Et donc au contraire, Al-Qaïda a aussi essaimé un petit peu, notamment en Afrique, on l'a bien vu avec le Mali, etc., etc. Donc à partir du moment où il y a un certain nombre d'idées ou d'idéologies, qu'elles soient politiques, religieuses ou économiques, etc., qui sont derrière, on ne peut pas expliquer, disons, le déroulement des guerres uniquement par la décision, disons, d'un seul individu. C'est toutes des populations qui sont derrière, quoi. Bon, il a fallu à un moment donné, donc Hitler avait peut-être donc ses idées extrêmement racistes, etc., etc., mais il y a eu quand même beaucoup de gens pour partager donc ces idées-là. Donc, la deuxième chose que vous dites dans la première partie de votre intervention, c'est que vous dites l'ONU. C'est intéressant, disons, l'existence de l'ONU, mais par exemple, le problème du devoir d'ingérence, c'est-à-dire on estime que dans un certain nombre de cas où des États abusent complètement, soit par un autre État, soit sur leur propre population, il pourrait y avoir un devoir d'ingérence, c'est ce qu'on a appelé un peu les guerres préventives. Il y a eu un gros débat au Moyen-Âge pour savoir si on pouvait mettre sur le même plan la guerre par légitime défense, qui ne pose pas de problème, parce qu'on est agressé, donc on doit se défendre. Bon, et si il n'y a pas d'autre moyen, parce que vous dites que la guerre est au moyen, s'il n'y a pas d'autre moyen de se défendre que les armes, puisque si on a épuisé les négociations, donc c'est quand même l'ultime, disons, recours, à ce moment-là, il faut y aller. Donc le problème donc, qui est toujours posé finalement, donc, la légitime défense ne pose pas de problème. Ce qui pose problème, c'est la guerre préventive. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit, le devoir d'ingérence, c'est la même chose, c'est-à-dire, est-ce qu'on doit prévenir quelque part, disons, un conflit, quelque part par la violence, pour éviter une violence plus grande? Voilà. Et est-ce que des instances internationales peuvent résoudre ce problème? C'est un peu la mission qui est quand même donnée à l'ONU. Mais on voit que l'ONU n'interdit pas toute guerre, puisque une résolution a été faite, si vous voulez, avec un large panel international. C'est peut-être la première fois que tout le Conseil de sécurité de l'ONU est d'accord, et puis il y a aussi un grand nombre, en tout cas, qui sont d'accord. Donc, pour, par exemple, faire cette guerre à la couleur. Alors, sur le problème de l'État islamique dont vous parliez tout à l'heure, je crois que l'opération de communication a réussi. C'est-à-dire que les gens qui mènent cette guerre-là ont réussi, quelque part, par la communication, à se faire passer, disons, pour l'État. Alors que, comme vous l'avez fort bien dit, c'est par la délicatesse des structures étatiques, disons, qu'à ce moment-là, donc et pourquoi on dit que c'est un État à l'heure actuelle? C'est une question importante. Parce que d'une part, il y a un territoire, donc, et puis d'autre part aussi, il y a des finances. C'est-à-dire que la banque de Mossoul, je ne sais pas combien de milliards donc, ont été récupérés, il y a les puits de pétrole. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on est dans une région où un territoire de plus en plus important est conquis, si vous voulez, avec une administration donc, interne qui se donne lui-même, disons, ses lois, qui a sa propre armée, qui recrute maintenant, disons, au niveau international, et puis surtout, qui a de la finance pour faire venir tous ces mercenaires, etc. etc. Alors effectivement, ce n'est pas un État au sens de l'ONU, l'ONU ne reconnaîtra pas, disons, l'État islamique, etc. Mais l'opération de communication, c'est que maintenant, même le président de la République parle de l'État islamique. Voilà. L'opération de communication a réussi, c'est-à-dire qu'ils ont réussi quelque part à ce qu'on les nomme État. Et ça, c'est quand même une réussite au niveau de la communication. Donc, reste le problème des critères. S'il y a une force super étatique, une force au service du droit, on va dire, ils ont les militaires de l'ONU au service du droit, disons, international. Bon. Comment on peut arriver effectivement à prévenir un certain nombre de conflits? Alors peut-être qu'on ne peut prévenir un certain nombre de conflits que parfois par la violence. Et on retombe à ce moment-là, disons, dans la difficulté. Ou alors, et c'est ce qui s'est passé, la résolution de l'ONU dit, il faut absolument, disons, intervenir. Et avec un grand assentiment au niveau international. Alors, est-ce que c'est une guerre juste? Est-ce que c'est une guerre qui n'est pas juste? Je ne sais pas ce
assez de connaissances dans les guerres qui se déroulent aujourd'hui. Et je me demande si ça changerait réellement quelque chose si le peuple savait les tenants et les aboutissants de chaque conflit, parce que au final, si nous tous nous avions toutes les connaissances requises pour bien cerner les conflits d'aujourd'hui, est-ce qu'on aurait réellement un moyen d'action pour les empêcher ou pour les faire arriver si on était d'un des deux côtés? C'était juste ma question, est-ce qu'on aurait réellement un impact si le peuple avait ces connaissances? L'histoire nous a montré quand même que les opinions publiques peuvent agir quand même sur les États. Tout le mouvement d'opinion publique donc aux États-Unis et dans le monde entier contre la guerre du Vietnam a eu quand même des conséquences quelque part. C'est-à-dire que si les gens progressivement s'informent et qu'il se crée à ce moment-là un mouvement d'opinion suffisamment fort pour s'opposer par exemple, disons, à une guerre, voilà, je prenais ce cas-là, on pourrait prendre aussi le cas de Gandhi par des moyens non violents. Hein, il y a eu quand même une relative efficacité. Donc le fait que les gens, disons, s'informent et se fassent une opinion personnelle sur la question, que cette opinion se transforme progressivement à un mouvement, disons, un petit peu de masse, peut avoir effectivement donc, des effets sur les prises de décision internationales, nationales et internationales. Ça, c'est l'histoire un petit peu qui nous le montre. Bonjour. Personnellement, je me demande si le fait de faire la guerre, d'être violent, n'est pas tout simplement consubstantiel à l'homme, sans être misanthrope. Si vraiment nous pouvons nous empêcher de partir en guerre, d'exterminer notre voisin, s'il n'y a pas une sorte de plaisir sadique au fond de nous, vraiment, à causer cette guerre. Si le peuple, même s'il était instruit, arrêterait vraiment de vouloir les terres de son voisin, d'en vouloir plus, de vouloir imposer ses idées qu'il juge meilleures, et s'il est réellement possible d'arrêter ce cercle vicieux, même avec le progrès, le développement de la raison, ou si c'est simplement l'apanage de l'humanité, ou tout simplement de la vie, parce que pas simplement l'homme fait des guerres, même les insectes, comme les fourmis qui se livrent de grandes batailles. Non, même les entomologistes le disent. Si les animaux ne vont pas faire des guerres, c'est parce qu'ils n'ont pas de grandes civilisations nombreuses. Mais les insectes, comme par exemple les termites ou les abeilles, se livrent de véritables batailles où elles s'exterminent pour voler des technologies aux voisins, comme par exemple l'agriculture que les fourmis maîtrisent. Et de ce fait, est-ce que la guerre ne serait pas consubstantielle à la vie tout simplement, et donc inarrêtable? Alors, il y a la pensée de Darwin qui est assez intéressante et qui dit qu'en fait les espèces, quelque part, essayent de se battre, disons, pour la survie individuelle, mais peut-être aussi, disons, survie, disons, collective. Alors, vous soulevez le problème philosophique, pour le coup, extrêmement important, de savoir si la guerre est de toute façon inéluctable, parce qu'il y a au cœur de l'homme une espèce d'agressivité consubstantielle qui ne s'éteindra pas, et donc qui donnera lieu au ressurgissement, etc. Ou bien alors est-ce qu'il y a ce que Kant a appelé par exemple une propension au mal, hein. Ou alors est-ce que, mais c'est pas parce qu'on a la propension au mal qu'on fait forcément du mal. Je veux dire, parce qu'on pourrait penser aussi, notre conception de la nature humaine, qu'il y a en nous des forces du bien et des forces du mal. Et que tout le problème en nous, c'est précisément la lutte entre, on va dire, Eros, qui nous pousse quelque part vers l'amour, et Thanatos, qui nous pousse quelque part vers la mort. C'est en tout cas le point de vue, disons, de Freud très partagé sur. Il avait dit qu'il y avait deux pulsions, Freud, finalement, disons. Il y a cette pulsion d'agressivité, quelque part, qui nous pousse à tuer l'autre, quelque part. Quand il y en a deux, il y en a deux trop, et c'est l'autre, évidemment, c'est pas moi. Et c'était le point de vue de Hobbes aussi. L'homme est un goût pour l'homme, et donc l'agressivité, quelque part, chez lui au corps. On peut se demander aussi s'il n'y a pas en l'homme des forces qui peuvent aussi triompher de l'agressivité. On parle de Gandhi et de la non-violence, par exemple, tout à l'heure. Mais Gandhi disait, entre la violence et la non-violence, je choisis toujours la non-violence. Parce que Gandhi était non-violent. Mais il disait aussi, entre la lâcheté et la violence, je choisis la violence. Alors, comment on interprète ces phrases, évidemment, ça peut donner lieu à de grosses, disons, discussions.
Mais disons que ce qui est intéressant avec Gandhi, c'est de voir qu'une stratégie de non-violence a abouti à la libération, si vous voulez, donc de la colonisation anglaise en Inde. C'est un des cas dans l'histoire, mais on en trouverait d'autres, avec Martin Luther King, par exemple, pour le droit des Noirs, donc aux États-Unis, etc. Donc, bon, à l'Afrique du Sud, etc. Donc, bon, on voit quand même qu'il y a eu des phénomènes de réconciliation donc, entre les Noirs et les Blancs, donc, bon, etc. Tous des processus qui ont été menés, y compris disons, au niveau étatique, donc à ce niveau-là. Hein, bon. Donc, on a un certain nombre d'exemples dans l'histoire. Il y a le message du Christ, bien entendu, et de toutes les religions, hein, qui ont fait d'une part des guerres de religion, mais d'autre part qui ont prêché l'amour. Là aussi, il y a une espèce d'ambivalence, si vous voulez, quelque part d'ambiguïté. Au Moyen-Âge, une des raisons de faire une guerre juste, c'était parce qu'elle était contre les infidèles. Et vous remarquerez que dans le djihad comme guerre sainte, on trouve aussi cette guerre contre les mécréants. Hein. Donc là, tout dépend de la conception qu'on a de la nature humaine. Il y a des gens qui pensent que la nature humaine est bonne, et que finalement, donc, quand on fait un acte mauvais, on se trompe. C'était le point de vue, par exemple, de Socrate, qui dit au fond, le mal, c'est une erreur du jugement. Je choisis le mal parce que je le prends pour le bien. Mais fondamentalement, je cherche quelque part, disons, le bien. Et puis, il y a des gens qui disent, non, je fais ce que disait Saint Paul, par exemple, je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je voudrais. Donc, on a des conceptions philosophiques fondamentales. Il y en a qui pensent que l'homme est bon, original. Il y a des gens qui pensent que l'homme est plutôt neutre. Bon, ça dépend des circonstances. Il y a des gens qui pensent qu'il y a en lui des forces du mal. Et puis, il y a des gens qui disent qu'il y a à la fois des forces du mal et des forces du bien, et que tout le problème de la civilisation, précisément, c'est de faire en sorte que les forces du bien l'emportent. Et on en est là, dans l'histoire actuelle, disons, de l'humanité. 8000 traités de paix, 8000 guerres, ça donnerait l'impression qu'on peut aller, que finalement, donc, l'humanité n'est qu'un éternel recommencement, disons, des guerres, que finalement c'est la pulsion d'agressivité qui l'emporte. Un certain nombre d'exemples dans l'humanité nous montrent, soit à titre individuel, soit par des mouvements collectifs, qu'il y a d'autres stratégies, comme par exemple, disons, la non-violence. Voilà. Vous voyez un peu le panorama philosophique, finalement, disons, un peu plus sur la question. Mais l'argument que vous donnez, c'est peut-être que les guerres sont inévitables si l'agressivité est finalement consubstantielle à l'humanité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Chacun a sa conception philosophique sur la nature humaine. Par rapport à ce qui m'est dit, je pense surtout que ici on parle de la guerre, on ne parle pas des conflits justement qu'il peut y avoir entre tous les hommes. Je pense qu'il y aura toujours des conflits. Je ne pense pas que l'homme soit foncièrement bon ou mauvais. Je pense surtout que l'homme soit concentré sur ses propres intérêts, à lui, sur ses besoins qui lui sont vitaux, besoins qui sont vitaux à sa descendance, à ses enfants et aux désirs qui deviennent des besoins en fonction évidemment du mode de vie qu'il souhaite vivre. Et je pense que c'est la défense de ces besoins-là qui lui entraîne à faire des conflits. Vous avez parlé de Hobbes justement en disant que pour Hobbes l'homme est un loup pour l'homme, et justement de ce fait-là l'homme décide de céder une part de sa liberté pour la confier à un État qui est supérieur, le Léviathan, et justement... C'est un État fort, pour ne pas dire de dictature. Tout à fait. Et au moins il y a la paix. Au moins il y a la paix justement. Parce que tout le monde a peur de cet État fort. Parce que l'homme a tendance à vouloir protéger son besoin, qui est propre, la terre qu'il cultive, il ne veut pas laisser quelqu'un d'autre lui prendre. Mais justement, il confie donc un peu de lui-même à l'État pour le protéger. Sauf que justement, les conflits, c'est-à-dire les guerres, les gros conflits, ceux qui sont au-dessus des hommes, qui sont gérés justement par les groupements d'hommes et par les personnes qui dirigent ces sociétés d'hommes, ces guerres sont motivées par d'autres choses, par des volontés d'État et non plus par la conscience de l'homme. Donc je ne pense pas que les guerres soient justifiées par le fait que l'homme est naturellement belliqueux ou naturellement bon. Je pense que ces guerres sont justifiées parce que les États ont des volontés, parce que ceux qui dirigent l'État ont des volontés particulières, et en aucun cas par la nature de l'homme en elle-même. Oui, il y a une thèse qui est intéressante, à savoir que la nature humaine ne serait pas forcément, disons, belliqueuse,
Et ce qui explique les causes des guerres, c'est beaucoup plus des intérêts d'un certain nombre de milieux politiques ou milieux économiques, disons financiers, qui trouvent quelque part, disons, leur intérêt. Ça, c'est l'explication un peu, disons, économique, quelque part, des guerres. L'autre explication est une explication des guerres par la nature de l'homme. Il est évident que si on adopte la thèse de la nature de l'homme, la guerre, c'est pas seulement le problème des dirigeants, c'est le problème de l'ensemble, disons, du peuple. Puisque le peuple il est fait d'individus, et s'ils sont par nature belliqueux, bon, ça ne résout pas le problème. Après, on peut aussi réfléchir, si un individu adhère à la guerre que son État lui propose, par exemple en 1914, en 1945, les guerres, si l'individu décide de faire la guerre pour défendre son État, c'est aussi peut-être parce que bon, c'est l'État qui le protège, c'est l'État qui lui permet de vivre en société, et si l'État décide de partir en guerre parce que l'État se juge que son intégrité, sa dignité est mise en danger par une situation qui doit être résolue par un conflit, à ce moment-là, l'individu va se plier au désir de l'État sans pour autant bien prendre du recul par rapport à cette situation. Mais c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé. On peut nous-mêmes, disons, nous poser personnellement, disons, la question, qu'est-ce que nous aurions fait, par exemple, au moment du déclenchement de la guerre de 14? Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, etc. Donc c'est une expérience de pensée, je veux dire, bon. Mais ça peut nous amener, nous, à nous dire, ben voilà, bon, est-ce que j'aurais été, bon, est-ce que j'aurais rien fait, est-ce que, bon, prenons par exemple donc, la dernière guerre mondiale, bon, je suis français, je suis en France, est-ce que je vais basculer du côté de la résistance ou pas? Est-ce que je vais donc aller en Angleterre? Est-ce qu'au contraire, donc, je ne bouge pas, je ne fais rien? Est-ce que je trouve des moyens, alors, non violents, lesquels? J'ai trouvé, on visitait avec ma femme le site de Pauline, là, où ils fabriquaient, c'était la dynamiterie qui avait été mise en place par Nobel. Et où on fabriquait énormément, donc à un moment donné, disons, d'armes. Et à ce moment-là, l'astuce que les ouvriers qui fabriquaient la dynamite, l'usine avait été prise par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils essayaient de jeter le maximum de tous les produits, si vous voulez, donc à la mer. Bon, d'un côté, ça polluait, mais c'était pour que autant de dynamite n'aille pas, si vous voulez, donc aux Allemands. Et voilà des façons, disons, de résister, alors que, bon, ils étaient dans un camp pris par les Allemands, bon, etc., etc. Bon, il fallait-il résister? À la limite, on peut se poser le problème. Pourquoi ne pas être collaborateur? On peut même se poser, disons, la question. Donc, je veux dire, c'est dans les questions, disons, d'urgence, essayez de vous mettre à la place d'un Palestinien, essayez de vous mettre à la place d'un Israélien, l'état d'insécurité, tous les deux, dans lequel ils vivent, parce que nous on est en France, là, bon, oui, il y a la guerre au Mali, d'accord, mais c'est pas nous, bon, etc., c'est quand même un peu loin, hein, bon, etc. Nous, bon, il y a la guerre en Irak, il va y avoir des rafales français, donc, bon, qu'il faut faire aussi, d'accord, mais on n'est pas dans la rafale, bon, etc., on n'est pas militaire, etc., etc. Donc, je veux dire, on voit les choses un peu de loin. Le problème, c'est que quand on est concerné, et vraiment concerné par la situation, est-ce que finalement, quelque part, c'est pas aussi les circonstances qui amènent à être pacifiste ou belliqueux? Je pose la question, je ne sais pas ce que vous en pensez. On peut être un héros ou un salaud sur les circonstances. C'était le point de vue de Jean-Paul Sartre, ça. Que finalement, c'est les circonstances qui nous font. Et que souvent, les convictions, elles ne passent pas lourdes par rapport aux circonstances. Qu'est-ce que vous pensez de cette thèse? Pour le coup, là, vous me tendez la perche parce que le conflit israélo-palestinien, c'est le conflit par excellence qui a été créé par une décision des Nations Unies et qui ne peut être résolu que par le droit international et par une décision des Nations Unies, mais des Nations Unies démocratiques, et non pas des Nations Unies dans lesquelles 5 pays font la pluie et le beau temps, et souvent donc se rangent toujours d'un même côté. Et parce que je reviens à mon idée que, me semble-t-il, pour décider si une guerre est juste ou pas juste, depuis l'instauration du droit international après la Deuxième Guerre mondiale, il me semble que les choses deviennent un petit peu plus claires, parce que tout est écrit, et même si c'est un droit à l'origine d'inspiration occidentale, en tout cas il a le mérite d'exister et d'être partagé par la plupart en tout cas des États.
Maintenant, des groupes terroristes, on sait qu'ils sont hors la loi, et donc c'est autre chose. Pour ce qui est de l'État palestinien, de l'État d'Israël a été créé par une décision des Nations Unies en 1948, et il y avait un plan de partage. Et toutes les guerres qui en découlent, c'est parce qu'il n'y a pas eu de respect de ce plan de partage et qu'il n'y a pas eu de respect de cette décision des Nations Unies de droit international. Donc je pense que c'est pas juste de dire qu'on ne peut pas savoir qui a tort et qui a raison. Il y a un droit international à appliquer. S'il est appliqué, le problème est résolu. S'il n'est pas appliqué, il y a un État qui existe déjà, et c'est un État agresseur parce qu'il ne respecte pas le droit international, et les guerres s'enclenchent les unes après les autres, on ne s'en sort pas. Alors que si on obligeait, s'il y avait des Nations Unies efficaces et qu'on obligeait les deux belligérants, et notamment le plus puissant, de respecter le droit international, je pense que ce conflit serait le plus simple à résoudre, justement parce qu'il y a une loi qui doit être respectée, et c'est pas plus compliqué que ça. Tandis que justement, les problèmes maintenant de l'État islamique, qui se dit islamique, tout ça, c'est très compliqué parce qu'on n'est pas dans des entités étatiques, on est dans l'infra-étatique, dans les hors-la-loi. Le monde, j'ai l'impression qu'il se barbarise à nouveau, qu'on revient à des temps anciens tellement tout est confus, tellement... et je trouve que cette hystérie collective qui s'empare de nous à cause des réseaux sociaux, à cause de la propagande, fait qu'on perd la raison et qu'on se met à des niveaux de gens qui n'ont aucune légitimité à parler, mais malheureusement la technologie fait qu'ils ont une caisse de résonance qui fait d'eux l'égal des chefs d'État. On ne connaît même pas leur visage et ils s'adressent, un peu comme l'histoire de Leonarda, vous savez, quand le président Hollande s'est adressé à cette jeune fille comme si elle était son égale, et il lui parlait par médias interposés. Il y a là quelque chose, peut-être que cet aspect des réseaux sociaux et des médias et des chaînes d'information continue qui fait qu'on rentre dans une époque un peu de confusion et on ne sait plus. Et c'est vrai que la philosophie nous aiderait beaucoup à distinguer le bien du mal. Voilà. Ben c'est un peu l'objet, disons, on essaye, disons, un petit peu d'en discuter, mais on voit que en fait, c'est extrêmement complexe. Le monde devient de plus en plus illisible. Avant, on croyait par exemple que il y avait le conflit israélo-palestinien, et puis par rapport à ça, donc, les gens prenaient plus ou moins, disons, point de vue, etc., etc. Les choses se sont absolument complexifiées. On s'est aperçu par exemple qu'il y avait au Moyen-Orient un problème entre certains chiites et les sunnites. C'était un problème interne finalement, qui est un problème avec une connotation, disons, pas seulement, mais en partie, disons, interreligieuse. Et ce problème des rapports entre les sunnites et les chiites, il est devenu presque aussi important maintenant que le problème entre l'Occident et l'Orient. Donc, la lisibilité du monde actuel, ça devient extrêmement complexe, extrêmement confus, c'est extrêmement difficile d'y voir clair sur ce. Et quand dans la première intervention on parle de l'information, mais c'est que c'est extrêmement difficile d'y voir clair. Et même lorsqu'on veut vraiment, disons, s'informer, etc., en lisant un peu les géopoliticiens, etc., c'est difficile vraiment de se faire un point de vue. Bien sûr qu'on a ses convictions, je veux dire, seulement qu'est-ce que c'est qu'une conviction? Quelque chose qui n'est pas trop réfléchi et qui amène à affirmer. Mais dès qu'on analyse, disons, la complexité des choses, c'est ça un peu le paradoxe de la complexité, c'est que la complexité amène à la perplexité. Et il ne faut pas que la perplexité nous empêche d'avoir aussi des convictions. Donc à la fois il faut des convictions, il faut une éthique de la conviction, c'est-à-dire sur ces problèmes nous devons avoir un point de vue par exemple, disons, de citoyen. Après tout, la France est en guerre, c'est pas quand même rien, hein, même si ça se passe, ou ça nous semble se passer un peu loin. Hein, c'est pas notre. Enfin, la guerre, elle va peut-être arriver dans notre sort, aussi. Bon, on peut se poser cette question-là aussi. Parce qu'elle alimente la peur, etc. Donc. Mais moi, je crois que, à la fois, il y a deux choses. D'une part, la complexité,
l'illisibilité du monde nous met dans une perplexité qui fait que quand on se place dans des différents points de vue, etc., ben oui, on rentre dans la logique des acteurs, et c'est très difficile d'arriver à discerner qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort. Et puis par ailleurs, nous sommes des citoyens qui devons avoir un point de vue sur la question, qui devons avoir, disons, des convictions, et ces convictions, elles sont toujours fondées sur l'absence, disons, d'argumentation approfondie. Et c'est un peu ça, disons, la difficulté à l'heure actuelle. C'est que nous devons avoir des convictions, mais qu'elles ne sont pas très très pesées, quoi. Ça interroge beaucoup la philosophie. Où est la vérité? La philosophie s'intéresse essentiellement au problème de la vérité. Hein? Où est la vérité de la justice? Oui. Oui, alors je crois qu'on n'arrive pas à cerner l'importance des lobbies, notamment les lobbies financiers, les lobbies idéologiques. C'est pas forcément nul de dire qu'on a peut-être, comme disent les islamistes, trop de liberté, que nous on a trop de liberté. Bon, il faut l'intégrer ce phénomène. En plus de ça, les peuples sont quand même relativement pauvres par rapport à nous. Et dans la politique, on n'arrive pas à comprendre toutes les trames qui sous-jacentes qui font qu'on agit ou on n'agit pas. Par exemple, le lobby dans ces conflits au Moyen-Orient, les lobbies juifs sont extrêmement importants, extrêmement impliqués. Et si l'Amérique notamment, donc la première puissance du monde, a agi de telle ou telle manière, c'est peut-être parce que les 5 personnes qui sont les plus influentes aux États-Unis, sur les 5 personnes, il y en a 4 qui sont d'origine sémite. Alors je pense que déjà là, il y a déjà un parti pris. Évidemment, après, il y a une réaction, et puis en plus, il y a la réaction de tous les milliardaires saoudiens et du pétrole qui sont un petit peu du côté de leur peuple. Et ça, évidemment, c'est un peu un rouleau compresseur qui écrase un peu l'idéologie. Vous voyez, là, on voit bien la complexité. C'est-à-dire que, or, l'Arabie Saoudite est alliée avec les Américains. Et la complexité de la chose. C'est-à-dire que les Américains s'appuient beaucoup sur l'Arabie Saoudite actuellement. Et le fait d'avoir eu l'Arabie Saoudite dans les frappes qui ont été donc, faites hier, par exemple, etc., c'est un argument pour les Américains pour dire que ce n'est pas que l'impérialisme américain, avec ses lobbies d'armement, etc., puisque les pays arabes, ils y sont derrière nous. Vous voyez? Donc, c'est ça l'illisibilité, c'est que vous avez par exemple un certain nombre de groupes, donc en Syrie, certains sont soutenus par le Qatar, d'autres sont soutenus par l'Arabie Saoudite, et c'est pas le même groupe, donc les intérêts sont distincts. Donc, alors, dès que vous commencez à approfondir véritablement, donc on y voit plus clair, et vraiment on aurait besoin vraiment de géopoliticiens, de gens de spécialistes pour y voir clair. Mais alors à ce moment-là, on va dire, oui, mais on s'en remet à ce moment-là des spécialistes, alors que le citoyen doit pouvoir juger en fonction de l'information qu'il a, quoi. Mais comment s'informer vraiment si on ne va pas chercher auprès de ceux dont la spécialité, c'est par exemple en géopolitique, le Moyen-Orient, les guerres, etc., etc. Donc là aussi, on est coincé. C'est tellement juste ce que vous dites que j'ai un copain qui travaille dans le pétrole, et il m'a dit, mais c'est que les États tiennent un double langage. D'un côté, ils soutiennent leur hégémonie toute neuve et leur envie de vivre. Et d'un autre côté, ils veulent protéger leurs valeurs où les femmes ont moins de liberté, et ils soutiennent aussi les pays arabes. Donc ces pays, ces rois du pétrole, ont un double langage. Et ça l'a encore plus effrayé, parce qu'il m'a dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on leur donne le moyen aux islamistes d'avoir de l'argent, de vivre. Ils défendent peut-être une idée qui est quelque part, enfin je fais un peu l'avocat du diable, ils ont peut-être des raisons qui leur sont propres. Et aussi la haute finance, avec tous les méandres, et puis aussi le monde qui est en train d'évoluer. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est qu'il ne faut pas oublier, le plus gros problème qui est en train de se passer, c'est qu'on a l'Asie qui est en train de nous faire des choses frappes, qui est en train d'acheter notre pays, qui est en train de prendre des points, d'acheter carrément des morceaux d'Afrique, des morceaux du pétrole, des actions, des morceaux des banques internationales. Et en fait, je pense que là, il y a une espèce d'effet tentaculaire qui est en train de se produire et auquel on ne voit pas
les conséquences. Hein. Comme disait un philosophe, on voit l'Afrique, on ne voit pas la Chine, on ne voit pas l'Asie. Parce qu'elle est en train de récupérer les 3/4 des richesses mondiales, puisqu'elle a récupéré l'argent, donc le travail, pardon. Donc si elle récupère le travail, elle récupère la plus-value, elle récupère le nerf de la guerre. En plus ça, d'être en train de récupérer nos ingénieurs, il y avait peut-être aussi quelque chose qui est une guerre, qui est vraiment une guerre économique qui est en train de se passer. Et avec des conséquences qu'on peut imaginer. Ce que vous dites, c'est ce qui explique qu'Obama s'intéresse beaucoup moins à l'Europe à l'heure actuelle qu'à la Chine, par exemple, etc., qui a un déplacement de son intérêt géostratégique plutôt sur le Pacifique que sur l'Atlantique. Donc vous voyez, l'illisibilité du monde, on est dans un monde qui est en constante évolution, où les rapports de force eux-mêmes évoluent, parce que les rapports économiques, c'est ce que vous de souligner, sont en train, disons, d'évoluer, et où il y a des choses qui n'étaient même pas pensables, disons, il y a quelques années. Et donc, cette complexité, disons, s'accroît. Il y a une difficulté finalement un petit peu d'y voir clair. Et ça, par rapport au problème qui nous occupe, disons, ce soir, c'est pas clair. Si on vous pose comme ça la question, est-ce que vous pensez que les frappes américaines et françaises, etc., sont justes ou pas à l'heure actuelle? Je suis sûr que chacun ici a certainement, disons, son point de vue. Donc ça veut bien dire qu'implicitement, si vous répondez à cette question, c'est que vous avez des critères pour dire qu'une guerre est juste ou n'est pas juste. Et ce sont ces critères-là qu'on essaye un peu, finalement, disons, de déterminer. La manière, par exemple, dont vous parliez des partisans, en fait, des combattants de l'État islamique tout à l'heure, vous les traitez d'abrutis, de barbares, etc. Donc bon, ça c'est un point de vue. Il ne faut pas oublier que chez eux, par exemple, il y a des informaticiens qui ont été formés à Harvard, ou etc. C'est pour ça que leurs moyens de communication sont aussi puissants à l'heure actuelle. Donc je veux dire, on a toujours finalement le point de vue de là où on est, de là où on vit, de l'information dont on dispose, et puis de ses valeurs. Quand on égorge et qu'on met ça à la vue de tout le monde, on a beau avoir fait des études d'informatique, il en reste pas moins qu'on est un psychopathe. Oui, mais est-ce qu'on peut expliquer à l'heure actuelle la guerre au Moyen-Orient par un problème, je dirais, psychopathologique? On peut avoir des explications psychologiques ou psychopathologiques, disons, de la guerre. Mais bon, que valent-ils ces arguments-là par rapport aux arguments économiques, par exemple, qu'on a donnés? Que valent-ils ces arguments-là par rapport donc, à la nature humaine? Parce que la psychopathologie, ce serait un peu une dérive, disons, quelque part, ou des excès au niveau, disons, de la nature humaine. Donc on voit que le phénomène de la guerre juste, on peut l'analyser à différents niveaux.